Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International pour notre émission de ce samedi 12 juillet. Nous vous invitons à suivre le courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xin chào. Sawadee-ka. Sawadee-ka. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute du courrier des auditeurs de cette semaine présenté par Meg Wang. Et Florian Dai. Alors, bien sûr, tout d'abord, beaucoup de messages à passer en fait, avec tout d'abord les tests des émissions d'ondes courtes. Actuellement, vous savez mieux que nous peut-être que c'est les émissions du service allemand qui sont en cours. Et pour le service français, il faut attendre le mois d'août. Donc, il y aura 5 semaines pour le mois d'août et c'est tous les vendredis, samedis et dimanches pour vous. Voilà, et donc ça sera sur des fréquences. Donc merci beaucoup pour tous les retours que vous nous avez faits de vos écoutes depuis différents endroits de France et d'Europe et d'ailleurs dans le monde, parce qu'on a vraiment eu énormément. Donc merci d'être là. Et donc, les 2 fréquences qui ont été sélectionnées seront les fréquences 15 145 kHz de 17h à 17h30. 15 145 donc. Et ensuite, de 17h30 à 18h, ce sera 11 995. 11 995, donc de 17h30 à 18h, tout ça temps universel. Donc, voilà, vous pourrez nous dire ce que vous entendez, est-ce que c'est clair? Oui, en fait, je crois que c'est bien la première fois qu'on utilise une fréquence dans les 15 000 et j'ai l'impression que les premiers retours sont plutôt corrects en fait de la part de nos auditeurs et j'espère que ça va se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août et n'hésitez pas bien sûr à partager avec vous vos conditions d'écoute. Et une carte QSL spécialement éditée, cette fois-ci encore des mains réalisées par Valentin Floquet, est en cours et ça va être prêt bientôt et vous allez le recevoir très prochainement en fait pour confirmer vos rapports d'écoute. Voilà. Donc merci pour tout cela. Oui. Merci aussi pour vos courriers habituels de vos rapports d'écoute quotidiens ou presque pour certains et plus sporadiques pour d'autres. Ça nous fait toujours plaisir en tout cas de vous lire, de savoir ce qui vous plaît et d'avoir vos questions aussi. Mais avant d'arriver aux réponses aux questions, eh bien, on voulait aussi vous rappeler les questions des concours. Voilà, donc une question trimestrielle et une nouvelle question d'ailleurs depuis 2 semaines déjà. Donc on vous demandait de lister 3 événements culturels en Europe auxquels Taïwan participe. Donc il y a plus de choix que cela bien sûr. Il y a beaucoup plus d'événements auxquels Taïwan participe en Europe. En plus, c'est pas que la France. On vous laisse... C'est facile, hein. Voilà. Un petit peu de bonne volonté, vous pouvez trouver, mais peut-être que vous trouverez même quelque chose près de chez vous auquel vous pouvez participer vous-même aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi vous encourager à vous déplacer pour aller voir quelque chose. Et donc, il y aura 5 personnes qui recevront un cadeau. Oui, alors il s'agit de ce que Tiffen a retrouvé. C'est un Transat porte smartphone. Et ça fait penser à une petite chaise, en fait, ce que Tiffen avait retrouvé. Donc, lister 3 événements en Europe auxquels Taïwan participe. C'est pour le mois de juillet, août, septembre. Et pour le concours du mois de juillet, c'est beaucoup plus simple. Oui. Effectivement, on vous demande quelque chose de très précis. Dans quelle ville européenne la vice-présidente Xiao Bi-Kim, qui était donc élue à cette époque, pas encore en fonction, a-t-elle été sujette à une tentative d'attaque? Oui, je crois que c'était au mois de mars, si ma mémoire est bonne. De l'année dernière? De 2024, c'est-à-dire elle a été déjà élue vice-présidente. Elle a effectué une visite en Europe, plus dans un cadre privé en fait, mais elle a été quand même largement suivie, surveillée. Et elle a failli être victime d'un accident, entre guillemets. Voilà, donc il y a eu un accident qui a failli avoir lieu
derrière elle, et puis un accident qui était planifié mais qui n'a pas été mené à bout. Voilà, du coup, Voilà, on à l'a son su que sujet. récemment, on a largement abordé cela à RTI. Donc, n'hésitez pas à aller surfer sur notre site pour trouver la bonne réponse. J'ai l'impression d'avoir déjà vu beaucoup de bonnes réponses passer. Et je pense que la bonne réponse était pendant un bon bout de temps, peut-être encore maintenant d'ailleurs, parmi les actualités les plus lues. Oui. Et donc, c'est visible très rapidement, en fait. Et justement, à propos du notre site, nous vous invitons, encore une fois, à nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà. Il y a encore pas mal de choses qui ne vont pas, on en est conscient. Bon, je soupire parce que c'est malgré nous. On a signalé beaucoup de problèmes. Je crois que la liste des problèmes de toutes les langues réunies dépasse, je crois, approche les milliers en fait. Et du coup, c'est pas encore réglé entièrement. On est conscient que tout ne marche pas à merveille. Mais petit à petit, on devrait pouvoir progresser, en fait. Par exemple, si vous avez déjà essayé de télécharger notre application, parce que figurez-vous, il faudrait retélécharger l'application. Vous pouvez scanner le QR code en bas de notre site. Et donc, vous verrez que l'application n'est pas parfaite, mais vous pouvez toujours nous écouter grâce à travers votre téléphone portable si vous souhaitez ne pas utiliser notre site direct. Le podcast est en cours. La plupart des émissions seront finalement enfin sur les podcasts, notamment sur Apple et Spotify. C'est en cours. Et le site n'est pas parfait. La version de smartphone de notre site n'est pas parfait. Donc, n'hésitez pas à nous signaler ce qui vont pas, en fait. Et du coup, tout est noté. N'hésitez pas. Et je sais qu'on ne peut pas apporter une réponse satisfaisante très rapidement. Au moins, c'est en cours. Comme la newsletter, vous êtes nombreux à nous dire que cela ne fonctionne pas. Non. Moi-même, j'ai fait plusieurs inscriptions, réinscriptions, et on ne la reçoit pas. Donc, tout cela, je classe ceci dans la catégorie high-tech. Donc, qui est plus important encore que nanotechnologie et semi-conducteurs. On n'arrive pas, voilà. Mais la société fournisseuse du site est consciente. Elle est en train de faire ce qu'elle doit faire depuis des mois. Mais bon, je suis encore une fois désolée pour ce qui se passe. Et je vous demande encore une fois un peu de patience pour ce site. Mais n'hésitez pas à nous signaler ce qui ne va pas. Voilà, c'est vraiment pas entre nos mains. Après, on fait ce qu'on peut depuis les services des langues étrangères. Mais on n'est pas en contrôle de tout pour le site, très clairement. Malheureusement, la société n'est pas en contrôle, on dépend encore de la société fournisseuse. Mais vos avis comptent parce que vos commentaires semblent peser plus vis-à-vis que les nôtres, en fait, vis-à-vis de la société. Donc, n'hésitez pas à nous les signaler, les problèmes. Voilà, je me répète. Ouais. Et juste pour terminer sur les concours, pour le cadeau, pour le mois de juillet... Désolée, j'ai fait un virage trop long. Mais c'était à dire aussi. J'ai fait un virage dans le Méditerranée, je suis revenue à Taïwan. Et donc, c'est ça, après le virage de Xiaobi Kim dans une ville européenne, eh bien, si vous trouvez laquelle c'est et que vous êtes tiré au sort, parmi les 5 gagnants, vous recevrez un petit porte-clés en forme de gâteau Oreo. Voilà, c'est encore Tiffen à trouver. On a l'impression que ça se consomme, c'est même comestible. Non, malheureusement, non. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à ces 2 concours proposés par le service français de RTI. Maintenant, nous allons commencer à répondre aux questions de la part des auditeurs. Oui, alors on en a eu plusieurs aussi ces derniers temps, donc merci à vous qui nous envoyez des questions. Et aussi des courriers, des rapports d'écoute. Des rapports d'écoute, bien sûr. Et d'ailleurs, on pourrait commencer par une d'Émile Christian qui nous écrit depuis Madrid. Depuis l'Espagne. Oui, alors il a partagé avec nous ses points de vue en fait sur ce qui se passe en Europe et notamment en Espagne avec un débat de fond
qui émerge autour de la place des femmes dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Il a dit que pendant longtemps, leur rôle a été plutôt invisible. Elles réparaient les filets, vendaient le poisson, géraient l'administratif, tout en assumant la vie familiale, sans reconnaissance officielle ni protection sociale. Il voudrait savoir la situation des Taïwanaises dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture. Alors, j'ai l'impression que, bizarrement, ça se ressemble, les parcours des femmes d'Espagne dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Et celui de Taïwan, des Taïwanaises, c'est quasiment pareil en fait, parce que vous savez peut-être déjà que traditionnellement, on considère que les femmes ne peuvent pas faire certaines choses parce que ça porte malheur. Par exemple, pour les travaux dans les tunnels, les femmes ne peuvent pas y entrer parce qu'elles risquent de provoquer des catastrophes. Donc les femmes n'étaient pas bienvenues dans les tunnels. Les femmes n'étaient pas bienvenues non plus dans le secteur de la pêche parce que ça portait malheur. Donc, la plupart du temps, c'était des hommes qui partaient dans les navires. Sur les bateaux, c'est Sur ça. les bateaux, Mais oui. ça n'empêche pas qu'elles continuent à faire beaucoup de travail Tout à autour fait. de la C'est pêche. Exactement comme ce que Émile Christian a cité, en fait. C'est-à-dire, elle réparait les filets, elle vendait les poissons, elle gérait l'administratif, la vie familiale. Voilà. Et c'est tout ce genre de choses, en fait. À Taïwan, il y a aussi beaucoup de femmes sur la côte ouest, sud-ouest, vers Yunlin et Jiayi, où il y a beaucoup d'élevage des huîtres. Et il y a des femmes qui sont là pour offrir des huîtres au quotidien, en fait. Et du coup, ce sont ce genre de métier qu'elle effectue dont la valeur n'est pas estimée ni appréciée par la société, en fait. Alors que c'est un travail très dur aussi. Enfin, je ne sais pas si vous avez souvent ouvert des huîtres, mais on se blesse facilement et puis ça abîme beaucoup les mains. Oui, et tout à fait. C'est pas si évident que ça, en fait. Et donc, c'est beaucoup de travail physique en même temps. Et tout cela en comptant les tâches ménagères en même temps. Donc, et aussi, à Taïwan, comme en Corée du Sud ou au Japon, il y avait aussi des femmes, ce qu'on appelle les femmes de la mer, qui font des plongées pour ramasser, par exemple, des fruits de mer, ce qui permet de compléter le revenu familial. Il y a des femmes qui plongent aussi pour les algues. Et à Taïwan, donc, que ce soit dans la mer ou sur les côtes, il y a aussi d'autres femmes qui font des ramassages des différents fruits de mer sur les côtes. Et tout cela, c'est des métiers qui existaient et qui permettaient aux familles de pêche à avoir un revenu supplémentaire. En fait, la question de Émile Christian m'a largement intriguée, en fait. Et du coup, j'ai fait une recherche, j'ai une donnée de FAO, donc de l'Organisation de Food, d'alimentation et de l'agriculture de l'ONU, qui est un chiffre de 2013, en fait. Elle a dit que à cette époque-là, sur les 12 millions de personnes qui étaient dans la pêche, c'est-à-dire qui pêchaient réellement, les femmes, c'était 47%. Et c'est énorme en fait. C'est énorme. Alors qu'on parle toujours des pêcheurs, et on parle quasiment jamais des pêcheuses. Enfin, c'est très très rare, oui, mais c'est bizarre. Mais donc, dans différents pays, il pouvait y avoir des femmes qui partaient quand même. Et la plupart des femmes qui travaillent dans les pêches, c'est plutôt sur la terre ferme, en fait. Ouais. Donc, ça ne change pas. Et c'est des métiers qui récoltent moins, mais qui permet quand même de fournir une ressource complémentaire. Effectivement, j'ai l'impression que ce sont très souvent des couples où les deux participent aussi au travail de la pêche, même si peut-être que le mari est enregistré en tant que pêcheur et qu'elle est femme au foyer, mais elle participe énormément aux activités de pêche de fait. Et elle n'a pas un travail à l'extérieur. Elle ne va pas être secrétaire avec un mari impossible. pêcheur. Voilà. Et du coup, c'est vrai que cette place commence à évoluer. La situation, en fait, je veux dire. Et du coup, les femmes peuvent aujourd'hui travailler dans la pêche si elles le souhaitent. Mais jusqu'à présent, on n'en voit pas autant, en fait, sur les bateaux en tout cas.
ni sur les bateaux, et peut-être très peu aussi dans les postes de syndicats ou bien de direction. Tout ça, c'est encore très, très masculin. C'est des choses à évoluer, en fait, tout au moins. Voilà. Donc, merci beaucoup à Émile Christian pour avoir posé cette question, en fait, sur le rôle de la femme et la place de la femme dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture. Merci. On peut peut-être continuer avec une question de Christian Guibaudot qui nous parlait, on va changer complètement de domaine, mais de la reconnaissance de Taïwan et de la poste de Taïwan à l'étranger, puisque Taïwan n'est pas membre de l'Union postale universelle. Et donc, il demandait, est-ce que Chunghwa Post est reconnu en fait, par les autres pays, ou est-ce qu'il y a des pays qui refusent le courrier en provenance de Taïwan ? Et donc, il y a des accords réciproques en fait, d'acheminement du courrier avec la plupart des pays et régions du monde, même s'il n'y a pas... Heureusement. Oui, heureusement. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a, dans certains pays, il peut y avoir aussi une insuffisance des capacités des vols des compagnies aériennes depuis la pandémie de Covid-19. Et donc, il y a quand même soit des retards dans les délais de livraison, soit une absence de certains services, par exemple de livraison contre signature, c'est plus proposé par certains pays pour les colis en provenance de Taïwan. Et puis, il y a aussi certains pays qui n'ont pas repris les services postaux du tout depuis 2019-2020, notamment plusieurs pays d'Afrique, dont l'Algérie et la Tunisie. Et donc ça, on a aussi parfois des mails de la part de nos auditeurs et auditrices qui sont dans ces pays-là, qui ne peuvent pas recevoir les cadeaux ou les courriers, les cartes QSL. Oui, donc en plus de la question de reconnaissance internationale qui se règle la plupart du temps par des accords bilatéraux, il y a aussi la question de post-Covid-19 où l'acheminement des courriers n'est pas revenu 100% à la normale en fait. Et du coup, effectivement, quand tu cites l'Algérie et la Tunisie, c'est vrai que sur la liste de la Poste Chunghwa Telecom de Taïwan, on voit l'Algérie comme un pays vers qui on peut envoyer du courrier. Mais pour le service français, par exemple, on reçoit toujours le retour du courrier pour des raisons inconnues. Donc, c'est-à-dire que pour beaucoup de pays, ça ne passe pas. Récemment, on rencontre beaucoup de difficultés pour l'acheminement vers l'Italie aussi. Je ne sais pas pourquoi. Les courriers sont renvoyés la plupart du temps. Et je crois que pour certains pays en Amérique du Sud, ne reçoivent pas non plus de courrier de la part de Taïwan. Et c'est très difficile à dire pour nous, si c'est pour des raisons politiques ou autres, en fait. On ne connaît pas la raison de ce refus, si c'est un problème matériel au niveau des compagnies aériennes, au niveau des postes locaux, ou bien où est-ce que ça bloque. Donc ça, c'est difficile à dire. Du coup, en tout cas, tous les courriers qu'on a expédiés, qui nous ont été revenus, on les garde de côté, en espérant qu'un jour... on pourrait vous les faire acheminer en fait. Donc il y a une petite montagne de paquets qui s'accumulent. Ensuite, Christian Guibaudot demandait aussi si Taïwan essaye d'être présent diplomatiquement dans la région du Pacifique et surtout s'il y a une représentation de Taïwan dans les territoires français du Pacifique comme la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Et donc, en fait, la représentation qu'il y a pour ces territoires français là-bas, en fait, c'est le BRTF, donc le Bureau de représentation de Taipei en France, qui gère tous les territoires français, y compris la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Et donc, le BRTF a maintenant 2 bureaux, donc un à Paris et un à Aix-en-Provence, mais où certaines formalités ne sont pas possibles d'être effectuées non plus. Donc, c'est surtout Paris qui reste la référence. Ensuite, sur le site du BRTF, il y a un onglet qui détaille les services des résidents d'outre-mer pour les Taïwanais, qui seraient donc dans ces territoires français d'outre-mer, donc avec des newsletters, des activités organisées, des cours de chinois, des ressources pour se former, pour échanger, des activités surtout de promotion de la culture et de la langue de Taïwan.
Et donc, en fait, c'est surtout le poste de l'OCAC, donc l'Overseas Community Affairs Council, la commission taïwanaise des affaires des résidents d'outre-mer, en France, qui gère toutes ces activités qui sont proposées dans les territoires français du Pacifique. Ensuite, pour tout ce qui est administratif, il n'y a pas de bureau de représentation du tout dans ces endroits-là. Donc, il y a besoin soit d'envoyer les papiers à Paris quand ça peut être déposé par une tierce personne, par exemple pour des visas étudiants, soit de se déplacer soi-même pour certaines démarches qui doivent être faites sur place, par exemple les visas vacances-travail. Donc là, ça dépend vraiment de ce qui doit être fait. Mais c'est sûr que ça fait tout de suite beaucoup plus compliqué si on habite à Tahiti et qu'on veut faire un visa PVT à Taïwan, eh bien, il faut passer par Paris. Il faut beaucoup de patience, ça c'est voilà. sûr. Il faut avoir un dossier complet parce qu'on n'a pas envie de revenir une deuxième fois. Et cela à condition que le courrier passe. Voilà, ouais. Donc, merci beaucoup à Christian Guibardo d'avoir posé cette question. Et nous avons ensuite une petite question de la part de Daniel Villon aussi, qui a partagé avec nous en fait des photos sur ses prises lors de son dernier voyage en Corée du Sud. Elle a remarqué des affiches pour promouvoir le tourisme à Taïwan. Du coup, elle aimerait bien savoir, est-ce une initiative de la part du ministère du tourisme taïwanais ou est-ce la Corée du Sud qui a décidé de proposer cette destination à ses habitants? Donc, pour la deuxième question, c'est non. La Corée du Sud ne propose pas cette destination à ses habitants. Je pense que c'est pareil pour tous les pays. La plupart du temps, les campagnes touristiques sont faites par les pays qui essaient d'attirer les touristes. Voilà, c'est plus ça. Et à Taïwan, vous savez peut-être qu'on n'a pas encore du ministère du tourisme. On a un bureau, une administration du tourisme qui dépend du ministère de la culture. Et depuis plusieurs années, Taïwan essaye de multiplier sa campagne à l'international pour promouvoir Taïwan comme une destination touristique, alors que dans les années 90, par exemple, c'était quasi inexistante parce qu'on avait une image plutôt économique, commerciale de Made in Taiwan. En fait, personne ne pensait à effectuer des visites touristiques à Taïwan. Et puis pendant une certaine période, il y avait aussi beaucoup de tourisme en provenance de la Chine. Oui, tout à fait. Et donc il y avait moins besoin pour Taïwan de faire cette promotion vers d'autres pays, puisqu'il y avait déjà beaucoup de monde qui venait. Beaucoup de monde qui venait en fait. Quand je dis beaucoup, c'est parce que dans beaucoup de sites touristiques à l'époque, lorsque les Chinois venaient pour des raisons touristiques, c'était quasiment inondé en fait. Et l'embouteillage, les parkings étaient complets, impossible de prendre des photos devant un lieu qu'on souhaite. Et du coup, avec l'arrêt, on pourrait dire, de la visite des touristes chinois à Taïwan, l'île a aussi commencé à multiplier ses efforts à l'international. Par exemple, en 2025, Taïwan a établi un budget de plus de 34 millions d'euros, rien qu'en promotion internationale. Et sur ces 34 millions, environ un peu moins d'un cinquième vise, devine quel marché? La Corée, puisqu'on en parlait tout à l'heure? Non, la Corée, c'est encore un peu moins élevé encore. Le Japon, peut-être? Le Japon, oui. Ouais. C'est le Japon qui est le marché le plus ciblé. La valeur de marketing, en fait, qu'on investit vers le marché japonais est même plus élevée que celui qu'on met vers l'Europe et les États-Unis. Et donc, c'est notamment le marché japonais, l'Europe, États-Unis, suivi ensuite de la Corée du Sud. Ensuite vient les pays du sud-est asiatique, notamment Singapour et Malaisie. Mais jusqu'à présent, les autorités touristiques ont commencé à étudier la nécessité de mettre autant de paquets sur le marché japonais, dans le sens où le retour des Japonais à Taïwan n'est pas aussi conséquent comme on le souhaite.
Et du coup, il y aura peut-être l'année prochaine un ajustement des investissements, ce qui est logique. Je pense qu'il y a aussi le taux de change de yen par rapport... Oui, pour les Japonais, c'est plus difficile de voyager à l'étranger maintenant. Tous les Taïwanais ou beaucoup de gens vont au Japon régulièrement. Du fait que ce soit moins cher maintenant avec le taux de change comme ça. Mais pour les Japonais, ça devient plus difficile de voyager. En tout cas, au niveau de visiteurs internationaux, Taïwan n'atteint pas encore son niveau avant Covid, avec notamment les touristes chinois sur place. Mais on espère de pouvoir compléter le marché par les touristes du sud-est asiatique, même si le pouvoir d'achat est moins élevé encore. Mais les pays plus proches géographiquement parlant restent les marchés prioritaires pour Taïwan, ce qui est logique aussi. Oui, au niveau du prix du billet d'avion, c'est aussi... plus intéressant. Bien sûr, ouais. Voilà, donc merci beaucoup à Daniel Villon d'avoir posé cette question et nous allons répondre à une question de Jacques Augustin qui a notamment parlé de l'émission sur l'exposition de calligraphie que j'avais présentée donc les 2 mardis précédents, en fait, c'était en 2 parties. Et il nous demandait si il y a des écoles de calligraphie à Taïwan et si les jeunes s'y intéressent. Donc, c'est pas spécialement des écoles de calligraphie, mais il y a des cours de calligraphie qui sont obligatoires en primaire. Et puis ensuite, après, soit dans... des clubs universitaires, soit des associations, soit des professeurs de calligraphie qui donnent des cours chez eux, ou bien voilà, il y a beaucoup de structures différentes de tailles variables qui permettent de prendre des cours de calligraphie, de qualité variable aussi d'ailleurs, parce que c'est sûr. Voilà, tout le monde... mais donc, il y a vraiment une offre assez large, mais c'est assez rarement des jeunes qui sont visés par ces cours. Enfin, alors, ça peut être soit des enfants qui ont encore des cours obligatoires et donc en primaire qui prennent ces cours, soit après, c'est souvent des personnes plutôt retraitées. Qui ont la patience. Qui ont la patience, la disponibilité et qui ont envie d'avoir une activité vraiment plus tranquille, en fait, quelque part. Donc, je connais des jeunes qui font de la calligraphie, qui sont au niveau universitaire, doctorat. Il y en a quand même quelques-uns. Mais c'est parce qu'ils ont fait depuis l'enfance, je suppose. Ils n'ont pas commencé à l'université d'un seul coup, quoi. Non, ceux qui ont commencé à l'université, peut-être c'est plutôt soit des étrangers qui arrivent à Taïwan et qui essayent de s'y mettre, soit des gens qui avaient peut-être fait un petit peu avant et puis après qui reviennent... à travers des amitiés aussi, parce que ça, comme beaucoup d'activités sociales ou extra voilà, du soir, ça peut aussi beaucoup fonctionner par amitié quand on connaît quelqu'un qui y va et puis il y a une bonne ambiance. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle des community university, donc des cours situés dans des universités mais organisés pour un quartier, par exemple. Et là, il y a aussi des cours de calligraphie. Oui, c'est ça. Ou bien dans les bureaux du Lijiang, des chefs de quartier. Oui. J'ai aussi pris des cours là-bas. Voilà. Voilà, donc, comme quoi, si on a envie, on peut apprendre la calligraphie un peu partout pour pas trop cher. Non, parfois c'est même gratuit. Ouais. Donc, c'est vraiment très accessible. Et puis, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Enfin, un pinceau, de l'encre, une petite coupelle, et puis du papier qui coûte vraiment pas grand-chose à Taïwan. Du coup, on ne peut pas dire que c'est un art en vogue qui attire beaucoup de personnes qui apprennent. Ça, non. Mais il y a toujours des amateurs, on pourrait dire. Et puis, il y a beaucoup d'expositions aussi ou d'activités qui sont organisées. Donc, c'est possible d'aller apprécier la calligraphie même sans la pratiquer soi-même. Oui, voilà, donc on pourrait dire un art pour chaque âge. Merci beaucoup à Jacques Augustin d'avoir posé cette question. Ainsi se conclut le courrier des auditeurs de cette semaine. Encore une fois, merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés et aussi écrits. Voilà, c'était Meg Wang et Florian Dai pour le courrier des auditeurs d'aujourd'hui. Bon week-end et à très bientôt. Bye bye. 谢谢。